Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des symptômes qui peuvent être associés au reflux pathologique. Alors, sachez surtout que cette liste est bien sûr non exhaustive parce que chaque symptôme dépend aussi des enfants. Donc, vous pouvez avoir 10 familles différentes avec 10 enfants ayant RGO et les 10 ne vont pas développer les mêmes symptômes. Après, il va y avoir quand même certains qui reviennent très souvent. Je vais vous en reparler après. Mais c'est pour vous dire que si vous vous dites ah mais moi mon enfant il fait ça, elle a pas dit, bah, je ne connais pas tous les symptômes pouvant être associés, mais je vous en donne quand même une grosse liste de tout ce que j'ai pu récupérer de toutes les familles que j'ai rencontrées et de certains médecins qui sont sensibilisés plus au RGO pathologique et aussi de ce que j'ai pu voir de ma fille parce que ma fille en avait quand même un sacré paquet. Donc voilà, j'ai pris tout ça pour vous. Et pourquoi je vous parle de ces symptômes pour avoir déjà euh, plus de poids, on va dire, face aux médecins. Parce que souvent, vous allez être confronté, comme je vous l'ai déjà expliqué un peu auparavant, et d'ailleurs vous avez sûrement dû l'être déjà, confronté à un corps médical, pas que des médecins, mais en tout cas à tous ceux qui vont suivre éventuellement votre enfant, qui vont vous dire que non, c'est pas du tout un RGO pathologique. Moi j'ai déjà eu un médecin qui m'a dit mais madame, un médecin généraliste qui m'a dit mais madame, vous savez moi j'ai déjà reçu dans mon cabinet des enfants ayant un RGO pathologique et la petite fille, vous savez, elle vomissait un geyser avec du sang. Bien sûr, malheureusement, ça fait partie pour certains enfants d'un symptôme du RGO pathologique, mais c'est pas parce que ma fille n'avait pas ce symptôme-là qu'elle n'avait pas un reflux pathologique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pour que vous ayez en tête, ok, il peut y avoir tous ces symptômes-là de différents qui existent. Donc ça permet aussi, quand vous voyez un médecin en face, de dire ben non, parce que comme elle fait pas ça, c'est pas pathologique, mais vous au moins vous saurez. Si. Donc ça vous permet aussi de garder confiance en vous, de vous dire mais non, mais moi j'entends que mon enfant il fait ça, et je sais que ça fait partie d'un pathologique. Mais ils sont pas assez formés et ouverts, donc c'est très compliqué. C'est pour ça que pour moi c'est hyper important de vous donner tout ça, et ça vous permettra aussi de vous dire non, je suis pas folle ou je suis pas fou. Parce que moi, combien de fois ça m'est arrivé de me dire bah c'est peut-être moi qui exagère, en effet je vais quand même peut-être attendre, ou non mais ça doit pas être dû au reflux pathologique, il a raison. Mais en fait, bah, si c'était bien ça, et aujourd'hui, enfin, je m'en mords plus les doigts maintenant, mais parce que heureusement on arrive à la soigner. Mais je m'en suis mordu les doigts et je me suis dit, ben, j'aurais tellement dû m'écouter quoi. Donc c'est pour ça vraiment que je vais vous donner cette liste. Donc de suite, je vais vous donner différents items. Donc forcément, un qui revient malheureusement très souvent et qui fait partie des symptômes qui nous pourrit clairement le plus le quotidien avec notre enfant, ce sont les nuits. C'est tout ce qui est sommeil. Donc là, le sommeil va être clairement entaché avec un RGO pathologique. Alors, pour certains enfants, non, c'est pour ça il faut vraiment faire attention. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie d'un des symptômes et qui revient quand même très fréquemment. C'est que le sommeil est très compliqué. Être allongé sans moyen d'être surélevé est très compliqué. Ce sont des enfants qui généralement vont beaucoup demander à être portés dans les bras, à être endormis dans les bras, à être en position verticale. Et dès qu'on les pose, ils seront... Je me souviens, c'est tellement terrible, bien endormi, on se dit c'est bon, ça y est, il dort profondément, on le pose, 5 secondes après, ça hurle. Ben c'est normal, voilà, c'est normal mais c'est très dur. Donc ça en fait partie, le sommeil est lourdement entaché, notamment du fait que en position allongée, forcément les remontées sont plus fréquentes et puis c'est hyper douloureux pour eux. Donc voilà, le sommeil c'est un point très sensible, ça fait partie d'un des symptômes les plus prégnants d'un RGO pathologique malheureusement, que ce soit à la sieste ou la nuit. Pour certains ça va être qu'à la sieste, pour certains ça va être qu'à la nuit, et ça va dépendre de à quelle heure ils ont pris le dernier biberon, la dernière tétée, voilà, il y a plein de choses, mais en tout cas le sommeil. Ensuite, autre symptôme qu'il peut y avoir, c'est une toux fréquente, une toux alors que votre enfant n'est pas malade, une espèce de toux qui va s'installer, une toux chronique, où tous les jours vous allez l'entendre faire et si vous écoutez bien, vous pouvez entendre aussi des petits glouglous au niveau de la gorge. Donc voilà, un enfant qui se met à tousser fréquemment alors qu'il n'est pas malade, voilà, tout semble bien, et cette toux s'accentue
Toujours pareil, en position allongée, quand il va jouer au sol, allongé par terre, ou quand vous allez essayer de le poser dans son lit. Pour certains, ils vont réussir quand même à dormir malgré le RGO pathologique allongé dans un lit. Mais là, tout va être accentué. Et derrière, il peut y avoir aussi, ensuite de cette toux, c'est le nez de pris. Comme s'il y avait un fond, un reste de rhume. Voilà, ça, souvent, ça se voit pas. Hein, c'est pas le nez qui coule, c'est pas un rhume. Mais du coup, vu que ça remonte derrière, ben ça prend les sinus en haut. Donc voilà, donc c'est le nez un peu pris, voilà, cette toux, etc. Ensuite, pour les enfants qui sont portés en écharpe ou en porte-bébé, ou pas d'ailleurs, mais bon, c'est là où on s'en aperçoit le plus rapidement, j'ai envie de dire, c'est que les enfants vont avoir ce réflexe de, quand ils sont douloureux, de par les remontées acides, de s'arc-bouter en arrière, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ils vont faire ça là. Ils vont jeter la tête en arrière pour détendre ici, là, l'œsophage. Alors, c'est normal, c'est OK. Moi, c'est une chiro qui m'avait expliqué, et ensuite les autres médecins m'avaient dit « Ah, mais oui, c'est vrai, mais bon, on n'avait pas fait attention. Vous m'aviez pas écouté surtout. » Et ça, c'est pour soulager. En fait, ils essayent de trouver des astuces, les enfants, pour s'auto-soulager. Et ça en fait partie. En fait, ça les brûle tellement qu'en mettant leur tête en arrière, ici, ça les soulage. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver. Un enfant, par exemple, moi, ma fille, les rares fois où je pouvais l'allonger dans son lit, où elle dormait 5 minutes et après elle se réveillait parce qu'elle avait une remontée, tout son corps était cambré en arrière. Là. Tout son corps était cambré en arrière. Et le plus flagrant, c'était en porte-bébé et en écharpe, parce qu'en fait, pour ceux qui le savent, en porte-bébé, voilà, il y a une certaine position, ils ont le dos bien arrondi, et donc la tête finit vraiment contre nous. Là, il faut oublier tous les codes. Là, moi, par exemple, ma fille et plein d'autres enfants avec un RGO, et j'ai vu, mais ils s'arc-boutent en arrière, et ils sont pas à l'aise comme ça, même en étant à la verticale, ils ont besoin de se soulager tellement ça brûle. Donc moi, ma fille, sa tête était complètement, elle était dans ma main, sa tête était ici et son corps était là, je la portais comme ça et elle s'endormait comme ça. Voilà, donc c'est très déroutant. Et voilà, je vous le dis parce qu'on peut avoir tendance des fois à se dire mais non, mais attends, c'est pas comme ça qu'elle doit se mettre, faut la redresser et tout. Il fait ça pour son bien, votre enfant, et il n'a pas le choix. Autre symptôme aussi, mais je vous en ai parlé un peu par rapport avec le nez, où il va y avoir une prise, comme quand on est enrhumé, etc., ou la toux, c'est qu'on peut entendre des glou-glou ici, notamment pour les reflux qui sont internes. Donc vous allez entendre là, au niveau des bronches, au niveau où ça remonte de l'œsophage, ça glougloute. J'ai pas d'autre terme. Vous entendez que ça remonte en fait, ça glougloute, ça s'arrête là, ça glougloute, ça s'arrête là. Vous allez l'entendre derrière le dos aussi. Voilà, ça en fait partie des symptômes. Un symptôme aussi, alors là pour le coup qui est pour tout le monde, hein, c'est les fameuses régurgitations. Mais là où il va y avoir des différences, c'est que pour certains enfants, les régurgitations vont être externes, elles vont se voir, elles vont se matérialiser. Ce ne sont pas, comme je vous avais indiqué au début, dans la première partie, ce ne sont pas des vomissements. Hein. Voilà, il n'y a pas de contraction de l'abdomen, etc. Voilà, ça sort. Mais ça peut sortir. Ça peut sortir. Pour certains, c'est très impressionnant, ça sort en jet. C'est pour ça que là où on peut dire waouh, mais c'est un vomissement, etc. Voilà, on est bien sur un RGO pathologique qui sort en geyser, avec du sang pour certains, malheureusement, parce que c'est tellement brûlé et irrité depuis l'estomac, l'œsophage, etc., qu'il peut y avoir dans les cas les un peu plus compliqués où waouh, il y a du sang, quoi. Et ça, c'est sûr qu'on se dit, mon Dieu. Donc voilà, ça peut être en geyser, ça peut être en petite quantité, ça peut rester dans la bouche et ça peut rester dans la gorge. Voilà. Donc c'est vraiment en différents types. Et là où c'est le plus compliqué pour les médecins, c'est quand c'est interne, quand ça ne sort pas, que ça ne se voit pas. C'est là où il faut vraiment aller chercher tous les autres symptômes pour pouvoir leur dire « Oh, si, c'est bien ça !» D'où le fait que je vous en parle aujourd'hui. Donc du coup, il faut se mettre à la place de l'enfant. Quand on a tout le temps ces remontées, qu'elles soient internes ou externes, etc., et qui sont douloureuses, on n'est pas sur du RGO physiologique, voilà, douloureuses, donc en fait, ils sont en douleur en permanence. Des fois, ils ont des petits laps de temps de repos où ça ne remonte pas, mais pour certains, c'est un reflux tout le temps, voilà, tout le temps, des remontées. Ma fille, elle avait fait des examens et en fait, son reflux, il était permanent, quoi. En plus petite quantité à certains moments, mais elle avait tout le temps des petites remontées dans l'œsophage. Donc, ces enfants-là sont en douleur constante, quoi, très très fréquente, et donc à un moment donné, ils pleurent parce que ça fait mal, ils pleurent parce qu'ils en ont marre, ils sont irrités, ils en peuvent plus, donc c'est des pleurs, alors déjà que chez les tout petits, voilà, hein, vous le savez sûrement,
ben, on ne peut pas comprendre toutes les manifestations de notre enfant. Il y a des fois, il y a des pleurs qu'on dit, bon, ben, on ne comprend pas, il y a un inconfort, il y a quelque chose. Mais quand il y a la problématique du reflux pathologique, ça vient rajouter une couche. Où là, vraiment, ben, non, vraiment, là, je ne comprends pas. Là, donc, il a mangé, je lui ai fait un câlin, le ventre, j'ai massé, puis j'entends des bruits. Enfin, voilà, c'est là où on va pouvoir se poser des questions. Voilà, ces pleurs fréquents, irritabilité, où l'enfant a besoin beaucoup des bras. Et c'est pour ça que pour moi ça m'insupporte d'entendre arrête de le prendre, plus tu le prends, plus tu vas l'habituer. C'est parce que tu le prends trop, du coup quand tu le poses, il arrive plus, stop. De toute façon, qu'un enfant soit bien portant ou avec un RGO ou autre maladie, etc., porter un enfant, c'est primordial. C'est primordial pour sa sécurité affective, physique, etc. Mais ça serait un autre sujet. Mais en tout cas, pour un enfant avec un reflux pathologique, c'est encore plus normal. Il est en souffrance permanente, quoi. Donc oui, c'est un enfant qui a besoin qu'on le prenne, parce que c'est comme si nous, on souffrait en permanence, on aurait besoin d'être contenu, rassuré, et que quelqu'un vienne aussi envelopper cette douleur. Mais là, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est un enfant qui va être irritable fréquemment, qui va beaucoup pleurer, qui va sembler douloureux, on va se dire, ah, il se tortille, il y a quelque chose qui va pas, voilà, où vraiment vous sentez une douleur de votre enfant, et c'est un enfant qui va du coup pleurer généralement à la prise, enfin, juste après la prise de l'allaitement ou du biberon, pas tous, hein, voilà. La mienne ne pleurait pas après la prise de la tétée, hein. Mais pour certains, après la prise du biberon, la remontée elle est automatique et ça fait mal et ils hurlent, voilà. Donc il peut y avoir tout ça. Et je vous disais par exemple, la mienne ne hurlait pas. La mienne n'avait pas, j'en parle parce que ça c'est important, c'est trop peu dit aussi. On parle beaucoup des pleurs, mais on ne parle pas de ceux qui ne pleurent pas. Donc la mienne, certains vous diront, ça va, du coup elle n'a pas l'air quand même d'avoir mal, elle ne pleure pas. Ma fille s'automutilait à la place. Donc ça aussi, c'est possible. Ma fille, certains enfants, mais comme certains adultes, hein, ne vont pas extérioriser leur douleur en pleurant ou en étant irrités, etc., etc. Mais à la place, ils vont se faire mal. Un peu comme quand on se cogne le doigt de pied. Là, on est en présence au bureau des personnes, on ne peut pas sortir toutes les insultes du monde et crier très fort, on n'est pas chez nous. Donc on prend sur nous et à la place, on va se mordre le poing très fort, on va se serrer les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez déjà tous vécu ça. Mais c'est un peu pareil pour ces enfants-là. Comme ma fille. À la place, ils s'automutilaient. C'est-à-dire que par exemple, ma fille, dès qu'elle avait une douleur, j'ai mis quelques semaines avant de le comprendre, dès qu'elle avait une douleur, à la place, elle s'arrachait les cheveux. Elle se grattait et elle s'arrachait les cheveux. Au début, je me suis dit, bon, les petits, voilà, ils peuvent se triturer. Des fois, certains mettent des gants. Moi, je n'étais pas très fan, mais bon, voilà. Mais non, en fait, au fil du temps, plus les semaines avançaient, plus elle avait de remontées de douleur et plus elle finissait par se mettre à 100 le crâne, à avoir des poignées de cheveux dans les mains. Et du coup, forcément, à développer des plaques partout. Enfin, voilà, elle s'auto-mutilait. Dès l'instant où le reflux a été pris en charge, etc., ça a disparu du jour au lendemain. Voilà, c'est pour vous dire. Donc ça peut exister aussi. Concernant la prise alimentaire, concernant notamment les symptômes, donc par rapport à ça, vous pouvez observer des enfants qui vont soit diminuer progressivement leur prise alimentaire, donc notamment chez les petits où, comme je vous disais, le liquide fait partie des choses qui fait que forcément le reflux s'accentue. Là, vous allez avoir un enfant qui peut moins manger, plus souvent peut-être, en petite quantité, mais ça va diminuer. Voilà, peut-être qu'au tout début, il prenait bien, et puis au fur et à mesure du temps, vous voyez que normalement, c'est censé augmenter les quantités de lait, et là, c'est plutôt en train de stagner, de diminuer. Par contre, il va demander très fréquemment, mais pas prendre beaucoup. Pareil pour tout ce qui est allaitement, hein. Ou souvent on peut mettre ça sur le compte de mais c'est normal, c'est l'allaitement à la demande, j'ai allaité, je peux me permettre de dire ça et j'ai été suivie par rapport à ça. Ou voilà, ou même moi la première je dis c'est l'allaitement à la demande, c'est normal, sauf que non, des fois il y a des choses qui sont pas ok en fonction des enfants. Là par exemple ma fille elle tétait, j'ai pas connu de tétée qui dure plus de 3 minutes, sauf la première semaine où le reflux était pas encore là, n'était pas encore installée, où là elle prenait des longues tétées pendant une demi-heure et puis elle s'endormait et puis voilà. Mais après au fur et à mesure elle prenait une tétée de 3 minutes max, elle changeait vite de sein, elle s'agaçait vite et toutes les heures, nuit et jour, jusqu'à très tard, jusqu'à ce que j'en peux plus. Mais c'est pour dire à un moment donné quand ça dure, ça devient fréquent, mais fréquent vraiment beaucoup, voilà, on peut se dire ça c'est pas bon signe quoi. Et pour le biberon c'est pareil. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est que forcément
paradoxalement, j'ai envie de dire plutôt, quand ils boivent du lait maternel ou du lait infantile, ça leur fait un espèce de pansement dans la gorge. Et ça vient, juste sur le moment, pour quelques minutes, etc., soulager les brûlures qu'ils ont dans l'œsophage. Donc c'est ça qu'ils recherchent en fait, c'est-à-dire que paradoxalement, c'est le liquide quand même qui remonte et qui brûle, mais ils ont besoin de ce liquide pour se soigner. Vous voyez ce que je veux? Enfin, pour se soigner, pour s'apaiser plutôt. C'est pour ça qu'ils vont avoir tendance beaucoup à prendre plus souvent, mais en petite quantité. Parce qu'ils sont pas fous, hein, ils sentent bien que waouh, là j'en ai beaucoup bu, derrière, j'en chie. Ils sont très intelligents nos enfants, donc d'eux-mêmes, ils vont réduire. Donc il ne faut pas être étonné, c'est normal, c'est ok. C'est pas facile à accepter parce que c'est pas dans la norme, parce qu'en plus on va souvent vous demander combien de biberons ils vont par jour, combien de quantité, quoi il prend que ça, combien de temps il allait, etc. etc. Et là, on sort des cases en général. Ensuite, un autre symptôme qu'il peut y avoir et qui celui-là va enfin alerter les médecins, c'est la fameuse cassure de poids. Tous ne l'ont pas, je le rappelle bien, je dis toujours des symptômes d'une liste non exhaustive. Mais la cassure de poids est aussi un des signes où là ils vont enfin vous prendre au sérieux, le corps médical. Oui, déjà, pour certains, pas tous, il peut y avoir une difficulté de prise de poids. Et vraiment, quand là ça devient ok, là il faut faire quelque chose, il va y avoir une cassure de poids. Ça peut en faire partie. Ensuite, vous allez pouvoir avoir aussi des enfants qui vont avoir beaucoup de mal à rôter. Vous savez, ce fameux rot qu'on attend à chaque fois, où on tapote un peu derrière, et l'enfant rote assez rapidement, hein, en général, mais voilà, ça sort. Ou des fois 10 minutes après, mais bon, souvent ça sort très vite. Mais là, vous pouvez avoir des enfants où les rots restent coincés, ça sort pas. On l'attend. Et des fois, il va sortir 3-4 heures après, voire pas sortir du tout. Et souvent, pour certains, quand c'est bloqué comme ça, ça rajoute une douleur supplémentaire parce que ça reste coincé ici, ça sort pas, etc. Pas tous les enfants toujours, mais voilà. Moi en tout cas, je sais que ma fille faisait partie de ces enfants-là où elle a 2 ans et 4 mois au jour d'aujourd'hui. Et ça va mieux, elle rote maintenant, mais jusqu'à l'âge de ses 1 an et demi à peu près, elle devait roter 1 ou 2 fois par semaine. Et elle était très douloureuse à chaque fois quand ça coinçait. Donc ça en fait partie aussi. Ensuite, vous allez avoir, et ça je préfère le dire parce que waouh, moi ça a été une surprise quand même, c'est que à chaque maladie, rhume, gastro, etc., bronchiolite, tutti quanti, poussée dentaire, diarrhée, constipation, voilà, tous les dérèglements du corps, il va y avoir ce qu'on appelle, entre les parents et un enfant avec un RGO pathologique, des flambées du reflux. Et dans ces moments-là, le reflux va être exacerbé. Donc toute la symptomatologie que l'enfant a de base va être décuplée parce qu'il est malade à ce moment-là, parce qu'il est constipé à ce moment-là, parce qu'il a les dents qui poussent à ce moment-là. La poussée dentaire, vous n'avez pas besoin d'avoir un enfant qui bave ou qui a les joues rouges. Hein. Si vous avez un enfant avec un RGO pathologique, vous allez le voir parce que son RGO va être décuplé. C'est important de le savoir parce que la première fois, on se dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est encore pire qu'avant. Ah ok, là il fait ses dents, il est malade. Voilà, donc malheureusement, c'est ce que ça fait en général un enfant avec un RGO pathologique a des flambées de reflux quand il est malade, constipé, etc. etc. Un autre symptôme qui peut aussi alerter et qui fait partie d'une des causes du reflux, je vous en avais parlé notamment, c'est les freins restrictifs, c'est que votre enfant ne sortira pas forcément la langue. Parce que justement, il a des freins au niveau de la langue. Et la langue, elle va... Vous savez, normalement, les bébés, on les voit en général, hein, ils font ces petits trucs-là trop mignons où ils tirent la langue, ils découvrent en plus toute leur sphère. Si votre enfant a un frein restrictif sévère au niveau de la langue, elle sortira pas. Et donc, mauvaise prise de biberon et le fait que la langue reste à l'intérieur va avoir des tensions. Ça, c'est vraiment des professionnels de santé qui pourront mieux vous l'expliquer que moi, mais ça va créer des tensions et accentuer le reflux. Mais vous voyez, tout ça en cascade, c'est pour ça que c'est toujours important de tirer les ficelles. Pour finir sur ce chapitre-là, je vais parler des quelques conséquences qu'il peut y avoir si ça traîne trop, si on ne prend pas vraiment en charge ou même en prenant en charge, voilà, ça peut arriver. Donc il y a l'œsophagite déjà, que certains ont déjà entendu parler, d'autres ont déjà peut-être eu un médecin qui vous dit voilà, votre enfant a une œsophagite, je vous donne un IPP. J'en parlerai plus tard de l'IPP. Sachez
Voilà, je vous le dis, mais après, vous en faites ce que vous avez envie d'en faire. Normalement, l'œsophagite doit être déterminé par une endoscopie ou une fibroscopie. Donc, c'est la petite caméra qu'on passe dans la bouche. Et un médecin n'est pas censé vous diagnostiquer une œsophagite pour votre enfant s'il n'y a pas eu cet examen-là. Il ne peut pas juste ouvrir la bouche et dire il y a une œsophagite. Voilà, en tout cas, c'est à savoir. Et là, c'est brûlure de l'œsophage, forcément, à force d'avoir des remontées acidifiantes. À force d'avoir des remontées acides. Ensuite, autre conséquence qu'il peut y avoir sur le long terme, malheureusement, c'est pas grave, mais il faut le savoir, c'est qu'il peut y avoir des troubles de l'oralité, donc troubles alimentaires pédiatriques ou troubles aussi du langage, donc au niveau de la sphère buccale. Et en plus, c'est tellement logique. En fait, l'enfant a eu une mauvaise expérience à ce niveau-là. Ça brûle, c'est pas agréable. Donc déjà, ça donne pas du tout envie de mettre des choses dans sa bouche parce que les choses que j'ai mis dans ma bouche, donc c'est-à-dire le lait, ben derrière, ça me faisait mal. Donc j'ai pas envie d'en mettre d'autres dans ma bouche. Donc on peut avoir au fur et à mesure du temps des enfants qui vont avoir des troubles alimentaires pédiatriques. Donc là, il y a une prise en charge avec une orthophoniste ou une ergothérapeute. Souvent, c'est plutôt une orthophoniste. Moi, ma fille a été prise en charge par une orthophoniste, mais je vous le dis, c'est hyper important parce que moi, par exemple, donc elle a été prise en charge à l'âge d'1 an et il a fallu que je le demande. C'est-à-dire que j'ai dit au médecin, à la pédiatre, ma fille refuse les purées, refuse certaines textures. La nourriture pour elle, c'était pas du tout un plaisir. Il y a 1 an, la seule chose qu'elle mangeait, c'était des cracottes avec du chèvre dessus et un yaourt au lait de coco. C'est tout. Le panel alimentaire était très réduit et ça je l'ai vu très vite. J'ai bien vu que voilà, purée, elle en a jamais mangé, elle a 2 ans et 4 mois, elle en a toujours pas mangé, elle en veut toujours pas. Et je lui ai dit, est-ce qu'il faudrait pas aller faire un bilan chez une orthophoniste pour voir s'il n'y a pas un trouble alimentaire pédiatrique? Ah oui, c'est une bonne idée. D'accord. Donc je vous le dis parce que certains médecins ne vous proposeront pas. Et au pire, ça coûte rien. C'est-à-dire que si le bilan revient en disant ben non, il n'y a pas de trouble, au moins vous l'écartez, c'est très bien et vous y avez fait attention. C'est pour ça que je préfère le dire, c'est très important. Moi, j'étais bien contente de connaître tout ça parce que sinon, plus on attend pour un trouble alimentaire pédiatrique et plus c'est très dur derrière d'arriver à raccrocher les wagons et à ce que ça devienne entre guillemets normal. Donc voilà pour une liste, comme je vous ai expliqué, non exhaustive de tout ce que vous pouvez retrouver chez un enfant avec un RGO pathologique. Vous n'allez pas obligatoirement retrouver tout ça, et je vous l'espère, chez votre enfant. Mais en fait, c'est important pour moi de vous le partager déjà pour que vous puissiez vous dire « Ah, mais mon enfant, il fait ça, mais pourtant le médecin, il m'a jamais dit que ça pouvait être dû au RGO pathologique. » C'est normal, déjà parce qu'il s'y intéresse tellement pas que forcément c'est compliqué de savoir, mais parce qu'ils n'en ont pas conscience non plus qu'il y a tout ça. Moi là vraiment je le sais parce que avec tous les parents que j'ai pu interroger, avec qui j'ai pu échanger, ou avec aussi beaucoup de professionnels paramédicaux qui m'ont dit mais oui, moi j'ai eu beaucoup d'enfants avec un RGO pathologique qui ont eu ça, qui ont eu ça, qui ont eu ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais partager pour que vous vous sentiez aussi plus fort face à ceux qui essayent de vous dire non, c'est pas vrai, c'est pas ça, t'hallucines. Et puis pour que vous puissiez aussi apprendre encore plus à écouter votre enfant, à vous dire mon enfant là il fait ça, je sens que pour lui c'est pas normal et je me demande si c'est pas dû à son RGO pathologique. C'est pas grave si vous le partagez pas avec le médecin parce qu'on n'a pas toujours envie de se reprendre des reproches au visage ou de s'entendre dire vous hallucinez, c'est vous qui avez trop peur pour votre enfant. Bon, si tu veux, mais en tout cas moi je connais mon enfant et je vais essayer de le soulager. Moi par exemple, le fait qu'elle s'automutilait, au début il me disait que elle fait de l'eczéma, c'est rien. D'accord, elle fait de l'eczéma. Donc donne-moi des crèmes à base de cortisone pour soigner le symptôme, bien sûr, mais sans savoir la cause. C'est pas qu'elle faisait de l'eczéma, c'est que son reflux faisait tellement mal qu'elle s'arrachait la tête. Et bizarrement, quand le reflux a diminué drastiquement, au bout de malheureusement un long moment, ça a disparu du jour au lendemain. Et j'ai pas eu besoin des crèmes à base de cortisone. Et je me suis fait un bon plaisir d'aller lui dire. Voilà. Donc en tout cas, moi mon but c'est que vous ayez encore plus confiance en vous et de vous dire ok, ben si mon enfant il a ça et ça comme symptôme. Et je le crois et je me crois. Je vous dis à très vite pour la suite dans les vidéos. Merci beaucoup.